Je suis très heureuse de vous présenter ce rapport pour avis. C'est un sujet qui me tient à cœur puisque je considère que ces principes sont au fondement de la construction européenne, puisqu'il s'agit de donner un sens et une logique à une décision prise à l'échelon supranational. Il s'agit ici de traiter la question de manière opérationnelle, pragmatique et large, c'est-à-dire au-delà de la simple lettre du rapport de la Commission et en approfondissant les points soulevés par la Commission européenne. Deux grandes idées ont construit mon rapport pour avis. D'une part, le constat de l'enjeu que représentent ces principes pour les politiques traitées par notre Commission, qui doit nous alerter sur l'exigence du respect de ces principes, et d'autre part, l'importance de la confiance dans le transfert de souveraineté qui participe d'une conception élargie de la prise de décision et de l'élaboration des politiques de l'Union. Tout d'abord, il me semble essentiel d'insister sur le fait que l'importance des sujets traités par la Commission ENVI, au travers du contrôle de la subsidiarité et de la proportionnalité, exige un équilibre entre les niveaux d'exécution locaux, nationaux et européens. Les grands dossiers relevant essentiellement des compétences de la Commission ENVI associent en effet des enjeux transnationaux, des objectifs globaux et une mise en œuvre locale à différentes échelles, et c'est là où l'on voit la richesse de notre Commission. De manière générale, qui incombe à la Commission ENVI, à l'instar de la pollution de l'air, des changements climatiques, de la biodiversité ou de la préservation des océans, sont des domaines où le transfert de souveraineté dans certaines actions est nécessaire et légitime. La décision, le pilotage et la mise en œuvre dans un cadre européen sont de toute évidence la garantie d'une politique efficace lorsque les enjeux dépassent de loin le simple cadre national. C'est en cela que j'ai voulu souligner l'importance de notre Commission dans l'élaboration de considérations à la fois générales et techniques sur ce sujet. Et je m'appuie donc sur un constat, sur des faits. Rappelons que sur les 5 propositions de la Commission ayant reçu le plus d'avis motivés en 2014, 2 sont des propositions qui tombent le champ de compétences de notre Commission. Il y a donc bien un défi en termes de subsidiarité et de proportionnalité sur les grands dossiers que nous traitons davantage que d'autres commissions du Parlement. De fait, le contrôle de la subsidiarité et de la proportionnalité induit un dynamisme dans la mise en œuvre des politiques de l'Union et garantirait une meilleure efficacité de celles-ci. Assurer un bon respect de ces principes, c'est garantir que nos dossiers, souvent urgents et brûlants, il faut l'avouer, puissent être traduits clairement de manière réaliste et concertée afin d'être le plus efficaces dans nos objectifs de long terme. Cette exigence est essentielle notamment sur des sujets aussi complexes que les déchets et l'économie circulaire et où les méthodes pour atteindre les objectifs font toute la différence. Définir des objectifs, c'est bien, mais préciser les bons moyens adaptés pour améliorer la coordination des politiques, c'est encore plus efficace. J'en veux pour preuve que la plupart des avis motivés sur la proposition relative aux déchets mettaient en cause la faible faisabilité des objectifs, l'absence de détails sur la manière d'atteindre les objectifs, ou même estimant que la fixation d'objectifs supplémentaires relevait des États membres, et ce, en fonction de leur situation économique. On voit bien ici la demande de pragmatisme et que nous devons traduire par une exigence de proportionnalité dans la réglementation européenne, un pragmatisme et une clarté dans les objectifs, dans les moyens et dans la prise en compte des efforts déjà fournis. D'ailleurs, sur ce dernier point, efforts déjà fournis à prendre en compte, je crois que cela avait été défendu par certains de mes collègues sur la question de la régulation des émissions, un argument qui revient souvent donc et qui sera récurrent à mon sens. En réduisant le risque de dévier de la ligne de la subsidiarité et de la proportionnalité, on gagnerait à mettre en œuvre plus vite les politiques de l'Union sur nos sujets et d'éviter des retraits brutaux de propositions qui retardent l'atteinte d'objectifs cruciaux.
Dans un deuxième temps, je voudrais mettre l'accent sur l'idée selon laquelle l'acceptation du transfert de souveraineté s'inscrit dans la confiance à l'égard des institutions et dans la participation des organes législatifs nationaux à l'élaboration des politiques européennes. Pour moi, le besoin de transparence et de contrôle des agences européennes répond à une logique de confiance qui justifie la décision prise à l'échelon européen. C'est un point que risque de surprendre certains de mes collègues, mais je pense que la question mérite d'être soulevée. Accepter un transfert de souveraineté, donc estimer que la décision revient légitimement à un échelon supérieur, c'est avoir confiance dans la réalisation efficace et transparente de la politique menée. À ce titre, les agences européennes doivent aussi répondre du respect de la subsidiarité, puisqu'il s'agit de savoir si cet échelon est efficace. Or, quand la Cour des comptes européenne estime, dans son rapport numéro 15 de 2012, que les conflits d'intérêts ne sont pas gérés de manière satisfaisante, notamment au sein de l'EFSA, cela signifie aussi que l'action de l'agence n'est pas forcément la meilleure, et en tout cas, le doute peut exister. Et alors, nous pouvons considérer que le transfert de compétences n'est pas justifié au regard des objectifs de maintien de la sécurité alimentaire en l'espèce. C'est donc une autre manière de concevoir la subsidiarité à partir du raisonnement de départ et non uniquement sur le calibrage de la réglementation. Cela fait aussi partie de nos compétences. Mais je voudrais ajouter aussi, pour terminer, que ce processus d'élaboration de la politique européenne doit accorder une plus grande place aux parlements nationaux afin de consolider les principes de subsidiarité et de proportionnalité. Cela rejoint en quelque sorte mon point précédent, car nous le voyons, la subsidiarité et la proportionnalité sont des objectifs et des règles dynamiques. Et dans cette relation verticale, il ne faut pas voir le côté descendant, à savoir la norme européenne appliquée dans les États, mais bien ce que les parlements nationaux peuvent apporter au processus d'élaboration de la décision. En soi, il s'agit de renforcer la subsidiarité par une confiance renouvelée des États membres à l'égard de l'Union. À ce titre, l'idée du carton vert soulevée par certains parlements me paraît intéressante. Nous sortirons de la logique presque négative de l'application de la subsidiarité en y accordant une dimension positive de participation proactive au maintien de ce principe. Le raisonnement est le même pour la proportionnalité des outils d'une législation, car dans la mesure où ceux-ci sont le fruit d'une proposition des États membres, il est possible de considérer que la proposition de la Commission qui en résultera sera davantage adaptée. Voilà donc les différents points qui ont fondé mon avis. J'ai essayé d'aller au-delà même du simple commentaire du rapport de la Commission européenne et de proposer une critique constructive. C'est notre première mission que d'agir en faveur d'institutions plus efficaces et plus proches des concitoyens, tout en ménageant les intérêts nationaux. J'attends les commentaires de mes collègues, avec lesquels j'espère pouvoir produire un avis consensuel et dans un esprit de compromis autour de la colonne vertébrale que je viens de dessiner. Merci. Nous allons maintenant commencer un premier tour qui commencera par les rapporteurs fictifs. Madame Gardini, Madame Gardini qui représente Monsieur Patriciello. Leggo l'intervento preparato. Oui, merci. Oh, écoutez, je vais vous lire l'intervention du collègue Patriciello. Alors, commence par remercier, au nom du groupe politique PPE, Madame le rapporteur, Madame Dornano, pour le travail qu'elle a réalisé à ce jour sur des questions comme la subsidiarité, la proportionnalité, qui sont des principes fondamentaux pour le bon fonctionnement de l'UE, ainsi que des processus décisionnels. Comme prévu par l'article 5 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le principe de subsidiarité a, dans les secteurs où il n'y a pas compétence exclusive de l'UE, une double fonction. En effet, si d'une part, sur les principes, ça permet de garantir la capacité de décision des États membres
pour le cas où une question pourrait être disciplinée de façon efficace au niveau central, régional ou local. Par ailleurs, il est bon de rappeler que ce même principe légitime l'intervention UE lorsque les États membres ne sont pas en mesure d'atteindre les objectifs fixés à un niveau satisfaisant s'entend, et de sorte que l'intervention UE peut apporter une valeur ajoutée notable. Le traité de Lisbonne a encore renforcé le principe de subsidiarité en créant différents mécanismes de contrôle permettant de vérifier la bonne conformité aux principes de subsidiarité et proportionnalité, dont les avis motivés, qui constituent l'instrument par lequel les parlements nationaux, dans le cadre d'une évaluation postérieure, vérifient si les actions adoptées au niveau communautaire sont appropriées en termes de cohérence, d'efficacité, d'efficience, de pertinence et de valeur ajoutée européenne. À ce titre, concernant le rapport annuel 2014, concernant la subsidiarité et la proportionnalité, on a constaté une notable réduction du nombre d'avis motivés par rapport aux années précédentes. Néanmoins, une telle réduction s'explique par la réduction notable du nombre de propositions législatives adoptées par la Commission européenne en fin de mandature. De sorte que ça ne doit pas être interprété comme un signe que finalement les parlements nationaux seraient moins intéressés par la question de la subsidiarité. J'estime qu'il est important d'encourager une participation active des parlements nationaux aux activités européennes, en améliorant le dialogue politique entre les différents niveaux institutionnels impliqués, en renforçant la capacité des parlements nationaux à rendre des avis sur des projets d'actes législatifs européens. À ce titre, il est appréciable que le dialogue politique entre la Commission européenne et les parlements nationaux se soit intensifié grâce aussi aux visites des commissaires européens près les parlements nationaux pour présenter leurs propositions, les initiatives de leur institution. Et donc, en tant que groupe politique, nous allons aller dans cette voie, convaincus, et d'ailleurs c'est corroboré par l'accord interinstitutionnel récent qui a été fait en avril dernier par la Commission européenne, par le Parlement européen et par le Conseil des ministres, pour mieux légiférer, mais seulement si les institutions, dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés, dans le respect des procédures prévues par les traités, si les institutions, disais-je, continueront à respecter de façon toujours plus stricte les principes généraux du droit de l'Union, tels la légitimité démocratique, la subsidiarité, la proportionnalité et la sécurité juridique. Merci. Merci. Pour remplacer la collègue Gentile et le collègue Caputo. Grazie Presidente. Merci, Monsieur le Président. Avant toute chose, vous me permettrez de remercier notre collègue D'Ornano de son excellent travail. Les principes de la subsidiarité et de la proportionnalité sont des principes directeurs de l'Union européenne et de leur pleine application dépend la validité, l'efficacité, l'effectivité des politiques déployées. De son rapport, je relève une donnée positive, une participation accrue ces dernières années des parlements nationaux au processus législatif européen. Mais on est encore loin de leur pleine application. La majeure partie des avis rendus par les parlements nationaux, y compris en matière environnementale, la majeure partie vient de peu d'États membres. Donc il est important que les institutions mettent en condition tous les parlements nationaux de s'impliquer dans les propositions législatives pour que la Commission, finalement, rende des motivations détaillées pour justifier ces propositions à la lumière de la subsidiarité et de la proportionnalité. Par ailleurs, il est important que les parlements nationaux rendent des avis motivés, pas simplement d'ailleurs sur les dossiers législatifs de la Commission européenne, mais aussi pour les documents non législatifs qui précèdent l'élaboration des actes législatifs et de la procédure législative pour influencer de façon plus efficace les initiatives et la réglementation future au niveau européen.
Et je pense également qu'il est à présent nécessaire d'adopter des modèles communs, sur la base de quoi les parlements nationaux pourraient intervenir. Car les avis motivés, tels qu'ils sont présentés à l'heure actuelle, ne se sont pas toujours avérés utiles, car ils sont trop différents à la fois sur la forme et sur le type d'argumentation évoquée dans ces avis motivés. Merci, Monsieur de Mesmaeker. Dank u wel. Ook wat mij betreft een woordje. Merci. Moi aussi, je voudrais remercier Madame Dornano. C'est un bon départ. Le groupe ECR, depuis des années, souhaite une meilleure législation et s'en veut le chantre. Madame Bosseuil, d'ailleurs, défend à plein cette initiative. Les règles sont pour stimuler, non pour frustrer. Les règles doivent mettre en avant la plus-value européenne. Les règles sont là pour reconquérir la confiance du citoyen. Les principes de proportionnalité et de subsidiarité sont des principes fondamentaux essentiels de la politique de l'environnement. L'environnement, c'est une partie essentielle des compétences de l'Union européenne. Des défis tels que la biodiversité, la qualité de l'air, l'économie circulaire, le climat, tous ces domaines sont transfrontaliers. Les solutions doivent adopter le même caractère. Il s'agit d'un domaine où l'Union européenne peut montrer sa plus-value et doit montrer sa plus-value. Permettez-moi, Madame, 3 remarques. Première remarque, Madame le rapporteur. Vous soulignez que les collectivités locales et régionales sont étroitement impliquées à la politique dans la politique de l'environnement. Mais dans certains pays, comme la Belgique, mon propre pays, ça va même au-delà. Les autorités régionales, telles que la région que je représente, la Flandre, ont aussi des pouvoirs régaliens en matière d'environnement. Je souhaiterais que vous soyez donc plus nuancé dans votre truc pour tenir compte de cette réalité un peu différenciée. Deuxième remarque. Cette répartition de compétences a pour conséquence ou peut avoir comme conséquence que les parlements régionaux peuvent être co-responsables de l'exécution du contrôle démocratique de la politique européenne. En Belgique, nous avons une situation unique. En effet, entre les parlements, c'est le parlement fédéral et les entités fédérées qui ont un parlement, il n'y a pas de hiérarchie. Tout le monde est traité comme une espèce de parlement national, sur un pied d'égalité. D'ailleurs, c'est reconnu par le traité de Lisbonne en tant que tel. Et l'ensemble de ces assemblées joue un rôle essentiel pour garantir le contrôle du respect du principe de subsidiarité. Celle que la Commission européenne renforce et poursuive ses liens avec les entités fédérées et tiennent compte des différents modèles de répartition des compétences dans les différents États membres. Et finalement, vous nous dites que vous souhaitez une procédure de carte verte ou de carton vert. Il faut aussi se pencher sur une procédure de carton rouge. Si une proposition de loi ne correspond pas au principe de subsidiarité, alors les parlements nationaux doivent être à même, s'ils réunissent un certain quota, de rejeter cette proposition de loi. Ce qu'on appelle pour moi le déficit démocratique doit être compensé par davantage de vérification de la subsidiarité et non pas simplement par la création d'un super-État européen. C'est le principe en lequel nous croyons et je ferai bien sûr des amendements qui reflèteront mes propos. Merci. Thank you very much. Mr. Torvalds. Monsieur Torvalds. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je voudrais remercier notre rapporteure, Madame Dornano. Je serai bref. Ce que nous avons déjà entendu aujourd'hui montre qu'il serait facile de dérailler et de passer à une espèce de débat politique général sur la taxonomie des règles de subsidiarité, de proportionnalité, et que les questions spécifiques de l'environnement pourraient se retrouver mises sur la touche. Or, je ne pense pas que ce serait une bonne façon de procéder. Je crois, bien au contraire, que nous devons mettre l'accent sur les problèmes touchant de près le secteur de l'environnement dans ce rapport. Il y a quelques instants,
enfin, quand je dis quelques instants, c'est pas tout à fait ça, mais il y a quelque temps, nous avons voté sur des questions où les États membres et la Commission s'empoignaient. Nous avons notamment évoqué des questions de subsidiarité et nous nous sommes notamment disputés pour savoir qui allait faire quoi, notamment au niveau comitologique. Nous allons déposer des amendements pour mettre l'accent sur les questions, Madame Dornano, sur les questions plus précisément liées à l'environnement, pour essayer de ne pas parler simplement du niveau général, dirais-je. Et nous allons essayer de voir ce que nous pouvons faire au-delà de ce qui a déjà été fait depuis 2014. Parce qu'il y a toute une série de nouveaux dossiers qui sont arrivés sur notre table, avec l'économie circulaire, le paquet déchets, etc. Il y a donc des problèmes essentiels, concrets, de subsidiarité dans ces dossiers spécifiques, et ils feront l'objet de mes amendements. Merci, c'est tout ce que je voulais dire pour l'instant. Thank you very much. Merci. Madame Minor. Non? Non. Monsieur Eickhout. Merci beaucoup. Et merci au rapporteur pour son travail. Je suis d'accord avec Niels. Il ne faut pas se limiter à un débat général sur la subsidiarité et la proportionnalité. Si ça devait être le cas, je propose que c'est ceux qui veulent procéder d'une telle approche à la Commission des affaires juridiques. Et là, ils ont déjà beaucoup discuté de ce dossier. Donc je vois qu'ici, au sein de notre commission, nous devons mettre l'accent sur l'environnement. Et là, je suis assez d'accord avec M. de Meesmaker, à savoir qu'au niveau européen, la politique doit être une valeur ajoutée. Non seulement en matière d'environnement, mais en matière de sécurité des produits, en matière de santé publique, c'est-à-dire dans tous les secteurs où la législation européenne est essentielle. La subsidiarité, il faut le souligner, a toujours été utilisée de façon négative jusqu'à présent. Qu'entends-je par là? C'était, si vous voulez, pour empêcher qu'un texte ne déploie ses pleins effets. Donc je suis d'accord avec le rapporteur, il faut plutôt une approche positive. Lorsque nous estimons que la Commission est en carence d'action, il faut que les assemblées nationales ou régionales, pour faire plaisir à Marc, puissent déployer une action positive, c'est-à-dire la procédure du carton vert. Quant à la procédure du carton rouge, je crois que M. Cameron, votre boss politique, a déjà eu l'occasion... Ah, c'est pas votre patron politique, excusez-moi, je me suis trompé. Je me suis trompé, en tout cas. Mais je crois que M. Cameron a déjà essayé d'agir sur cette procédure dans le deal du Brexit. Donc, vous devez déjà être content que ça existe déjà à un endroit. Tout ce que je voudrais souligner, c'est qu'en matière de subsidiarité, il y a une chose qui est essentielle. C'est de trouver le bon niveau d'action. Et bien trop souvent, la procédure du carton jaune est utilisée parce que certaines personnes n'aiment pas une proposition. Mais c'est un autre débat. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas quelque chose, c'est une autre question. La procédure de colégislation existe pour cela. Et il y a une période qui est ouverte pour l'amendement, aussi bien au sein du Parlement qu'au sein du Conseil. C'est à ça que sert, si vous voulez, la procédure du carton jaune. Nous voulons plutôt voir quel est le bon niveau d'action quand nous parlons de subsidiarité. Parce qu'actuellement, je crois qu'il y a une vraie confusion. Certaines personnes n'aiment pas ça et automatiquement, l'arbitre sort le carton jaune de sa poche. Non. Et là, je crois qu'il faut être un peu plus prudent. C'est pas parce qu'on n'aime pas quelque chose qu'on ne peut pas l'amender. Donc, pour moi, je pense qu'il faut être très légaliste sur ce point. Et moi, je dis que pour moi, l'examen de la subsidiarité est un problème d'attribution au bon niveau d'une mesure. En d'autres termes, à quel niveau l'Union européenne doit-elle agir? Je pense particulièrement à la sécurité des produits, à REACH, aux nanomatériaux, à tous les points qui sont touchés par le mieux légiférer. Parce que bien souvent, le propos mieux légiférer est abusé par l'industrie pour empêcher de protéger les citoyens pour son plus grand bénéfice. Parce qu'il faut véritablement veiller à ce que le mot mieux légiférer signifie aussi mieux légiférer l'industrie. Il n'aime peut-être pas ça, mais c'est ce que veut le citoyen. Donc je ne voudrais pas qu'on abuse de l'expression pour un agenda corporatiste, qui c'est ce qu'on fait d'ailleurs bien trop souvent actuellement. Merci.
Et maintenant, je ne sais pas si d'autres membres veulent prendre la parole. Non. La Commission veut-elle, elle, réagir? Non. Alors, je vais demander, pour conclure le débat, à notre rapporteur de nous faire part de ses remarques finales. Voilà, je vous remercie en tous les cas de vos positions. Je vais répondre succinctement à Madame Gardini concernant la baisse du nombre de propositions de la Commission, mais je le rappelle, Madame, dans le premier considérant, vous soulevez aussi d'autres fondements juridiques que nous pourrions ajouter en amendement. Monsieur Caputo, la participation active des parlements nationaux, eh bien oui, c'est essentiel et c'est un moteur de dynamisme. Merci de l'avoir rappelé. Bien entendu, plus les avis sont détaillés et plus l'amélioration de la réglementation sera efficace. Monsieur de Mesmaeker, c'est vrai, le groupe ECR a toujours été en pointe dans cette critique positive et constructive. Je vous remercie pour vos commentaires. Nous pourrions en tirer une bonne coopération. Donc, quelques remarques. Implication des collectivités locales, régionales. J'ai essayé d'être large vers la diversité européenne. Partage des compétences, réponse presque similaire. La diversité interne en Union dans les relations de pouvoir, oui, l'Union européenne doit respecter cela. Monsieur Torvalds, ce n'est pas abstrait, mais avec un avis restreint à une page, je ne peux pas faire un exposé vraiment plus détaillé. Oui, je suis d'accord, les sujets Envie doivent être traités particulièrement et j'attends vos amendements de précision. Merci d'avance pour ces propositions pratiques. Et puis, je souhaite que nous puissions justement avoir des amendements de compromis dans nos prochaines réunions. Je vous remercie.